Bah, j'espère que ça va. Voilà, petite convo assez chill. Enfin, normalement, c'est pas hyper long. Enfin, je suis pas prévu que ce soit très long. Et normalement, du côté d'Ondine, c'est pareil. Pas hyper long, on n'a pas fait beaucoup de questions. Et sur des parties atypiques, du coup, qui tombent pas. Comme ça, bah, si jamais ça tombe le jour J, normalement, vous savez un petit peu quoi mettre, quoi. Vu que, ils ont de plus en plus tendance à faire tomber des petites folies. On sait jamais. Oups. Alors, du coup, on va commencer par mon cas. Donc, c'était Monsieur P, 53 ans, qui consulte son médecin parce que, bah, en gros, il a la chiasse, hein, voilà, depuis 5 jours, avec des douleurs abdominales, une perte d'appétit. Après, sinon, il n'y a rien de plus. Hormis le fait que, bah, il y avait une pneumopathie, donc une ancienne infection traitée par Augmentin, il y a 2 semaines. Et, euh, et après, bah, du coup, le médecin, il est en mode OK. Donc, on va creuser un petit peu plus, on fait un petit interrogatoire, tout ça, tout ça. Il se rend compte qu'il n'y a pas eu de voyage et qu'il n'y a que lui qui est atteint de cette diarrhée. Et au niveau de l'examination, bon, c'est le lambda, quoi. Genre, pas sanglant, pas glaire. Du coup, sur le papier, quelle peut être votre hypothèse diagnostique? Alors là, on me dit diarrhée post-antibiotique. Est-ce qu'il y a d'autres hypothèses? Post-réduitis difficile. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres hypothèses? Et genre, c'est soit l'un, soit l'autre, ou comment ça se passe? Ok. Diarrhée post-antibiotique à Clostridie. Très bien. Hop, bah, du coup, on va passer à la correcte. Du coup, vous avez mis quoi pour justifier ça? Là, vous avez juste balancé diarrhée post-antibio et basta, ou est-ce que vous avez justifié un peu plus? Donc, il y a antibiothérapie à 4 jours, ok, très bien. L'augmentin il détruit la flore digestive, oui. Ouais, c'est le seul de l'entourage, du coup, ça exclut la tiaque. Ok. Et le voyage, ça fait référence à quoi? La tiaque aussi? Ou pas du tout? Parasite. Ouais, c'est ça. C'est ça exclut tout ce qui peut être parasite. Enfin, après, sait-on jamais, hein, on peut avoir des parasites chez nous aussi, mais disons que c'est quand même révélateur. Donc ouais, un diagnostic différentiel. Est-ce que ça exclut la Tourista E. coli? Bah la Tourista est pas au programme, du coup. Mais là, on te parle pas de. J'ai pas dit qu'elles étaient. Enfin, j'ai sous-entendu que les selles, elles étaient lambda, quoi. Du coup, enfin, pour moi, ça oriente pas plus que ça vers ça. Est-ce que vous avez dit d'autres choses ou pas? La fréquence, c'est-à-dire la fréquence. Premier agent de diarrhée post-. Ok. Est-ce que vous avez dit autre chose ou pas?
Ok, pas de syndrome dysentérique. Élimination de Shigella Salmonella. Ok, ok. Alors, vous l'avez peut-être dit après. Moi, en tout cas, je l'ai mis à cette question. Mais du coup, vous avez oublié toute la morpho, toute la morpho de la bactérie, sauf si vous l'avez mis à la question 2, peut-être. Non, moi, je le mets tout le temps à la question diagnostic, mais en vrai, ça peut se mettre à la question 2. Enfin, je le mets tout le temps à l'hypothèse, mais ça peut aussi se mettre à la question diagnostic, puisqu'il y a tout ce qui est culture et tout, tout détaillé. En vrai, ça passe dans les deux pour moi. Mais du coup, bah, grosso modo, ce que j'ai écrit, c'est grosso modo ce que vous avez mis. Donc, enfin, l'hypothèse diagnostique d'une diarrhée post-antibio à Clostridium difficile, avec l'argument épidémio, donc c'est le traitement par augmentin à forte dose, antibio, enfin, c'est un antibio à large spectre, et l'argument clinique, donc c'était les diarrhées qui sont persistantes, après plus de 3 jours, quoi. Là, c'était 5 normalement, si je ne me trompe pas. Les diarrhées, enfin, les selles, elles étaient non sanglantes et mi-glaireuses, du coup, ça fait pas trop dysentérie. Et c'est pas non plus hyper liquide, enfin, c'est pas non plus aqueux, donc ça exclut le reste. Il n'y a pas de signes généraux, il n'y a pas de fièvre particulière ou quoi que ce soit. Au niveau du diagnostic différentiel, euh, c'est pas une TIAC parce que c'est le seul qui a atteint. Et il n'y a pas de notion de voyage, donc ça fait pas très parasitose ou infection de voyage, tout ça, quoi. Ça fait très diarrhée un peu lambda, mais avec traitement ancien par augmentin, donc diarrhée post-antibio. Et je l'ai pas précisé, mais du coup, avec l'Ostrie, ça fait partie des premières étiologies dans ces cas-là. Voilà. Du coup, ensuite, je précise tout le temps la morpho. Donc là, c'est enfin, ça pouvait se mettre à l'hypothèse, mais ça peut aussi se mettre à la question diag, hein, tout dépend comment vous avez vu le truc. Dans un concours blanc, moi, je répondais juste sur les deux questions. Parce qu'en soi, les deux, ça peut se justifier. Du coup, bah, c'est un bacille fin et droit, Gravipus sporulé. Donc sporulé, c'est le seul qui est sporulé parmi ceux qu'on doit apprendre. Donc ça permet une résistance à l'alcool. Il est capsulé, il est mobile. Au niveau de la respiration, c'est le seul qui est anaérobie stricte. Au niveau de la biochimie, il est moins. Il est tout le temps moins. Donc catalase moins, oxydase moins, uréase moins, nitrate-réductase moins, indole moins et lécitinase moins. Au niveau de la localisation, donc on peut le retrouver au niveau commensal, au niveau de la flore digestive. Euh, Par contre, seules les souches toxinogènes sont enfin, méchantes, quoi, entre guillemets. Et au niveau de la transmission, donc ça peut être féco-oral ou alors direct, indirect. Donc direct, on s'est mal lavé les mains, ou on a touché des aliments contaminés, tout ça. Et indirect, bah, c'est la main contaminée a touché la table. Hop, nous on a mis nos doigts sur la table parce que bah, je sais pas, on s'est posé. Et hop, après on a mis notre main à la bouche et clac, indirect. Voilà. Du coup, la question 2 c'était au niveau des tests à réaliser pour poser le diagnostic. Vous avez pensé à mettre quoi du coup? Genre, coupez-moi si je vais trop vite et tout, hein. Bah, en fait, y a que, en fait, les souches toxinogènes, c'est les seules qui sont pathogènes. Les autres, elles le sont pas. Alors, on parle de prélèvement de sel liquide. Ok. Culture sur milieu sélectif avec identification par spectre de masse ou galerie biochimique. Ok. On nous parle de GDH-PCR et recherche de toxines.
Ok. Examen microscopique et corrélation de grammes. Ta, 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 ta. Détection des toxines A et B. Ok. Bon, grosso modo, vous parlez un peu des mêmes tests. Alors, bon, ouais, c'est ça. On retourne les toxines A et B. Ok, très bien. Bon, grosso modo, c'est ce que j'ai aimé aussi. J'ai juste détaillé un petit peu plus. Oups. J'essaie de retrouver un petit schéma un peu clair et tout. Je sais pas si ça va être clair pour vous, mais je me suis dit que ça allait être plus sympa. Plutôt que balancer des tests au pif. Donc du coup, déjà, on commence par le prélèvement. C'est la base. Sinon, on peut pas faire tous les examens d'après. Donc sur sel liquide. Euh, Ensuite, il y a la culture. Donc la culture, ça va être sur niveau spécifique, donc le CCFA, donc cyclocérine, céphoxytine, fructose et en addition à de l'agar. Le diapo, il est un peu vénère, mais chill, ça va bien se passer. Euh, on rajoute un petit peu de jaune d'œuf et du sang de cheval. Donc tout ça, c'est à 48 degrés, 37, enfin 48 heures, pardon, 37 degrés et en milieu anaérobie parce que ben, la respiration, elle est anaérobie stricte. Grosso modo, les cultures, c'est un peu tout le temps à 37 degrés, 24-48 heures. Donc moi, je m'étais pas fait chier. Enfin, c'est pas tout le temps comme ça, mais grosso modo, pour gagner du temps dans mon cerveau, enfin, et de la place au niveau de mon cerveau, je mettais tout le temps 40, 24-48 heures et 37 degrés, c'était plus simple. Là, il se trouve que c'est 48-37 degrés, donc ça passe. Euh, Après, on essaye de pimper un peu tout ce qu'on sait sur la culture. Donc la colonie, elle est irrégulière, elle est grise, avec un aspect de vert frité. Elle n'est pas hémolytique, contrairement par exemple au streptocoque, où il y a des hémolyses alpha-bêta. Il y a une odeur qui est caractéristique, donc en crottin de cheval. Ça paraît, c'est un truc qui peut typiquement tomber dans un cas, on va vous dire, bon, bah, au niveau de la culture, ça pue le cheval, qu'est-ce que ça peut être? Et on vous dit pas plus, on vous donne pas plus d'indices que ça, mais rien que le fait que c'est très très caractéristique, normalement, vous êtes censé vous dire, ok, c'est Clostridium direct. Donc ça peut tomber le jour J, quoi, par exemple. Ensuite, on va identifier en spectre de masse. Après, donc, il y aura le dépistage. Donc, le dépistage via la GDH, donc c'est la glutamate déshydrogénase au niveau des selles. Donc, c'est une technique immunoenzymatique et c'est fait via ELISA. Donc, si ce dépistage il est positif, on va faire, euh, on va essayer de mettre en évidence les toxines. Donc, détection des toxines A et toxines B en ELISA. Donc, c'est une technique plutôt spécifique. La sensibilité, elle, est plutôt, voilà, voilà, ça dépend ça dépend de la qualité du test. Et ensuite, une fois qu'on les met en évidence, on va les différencier. Donc, laquelle est la A, laquelle est la B. Donc, la A, c'est l'entérotoxine et la B, c'est la cytotoxine. Tac, tac, tac. Et donc ça se fait par biologie moléculaire, donc c'est PCR. Et on peut aussi détecter du coup les gènes, donc TCD-A et TCD-B. Donc TCD-A pour la toxine A, TCD-B pour la toxine B. Voilà. Ensuite, je ne savais pas trop le mettre sur le diapo parce que c'était un peu chargé. Mais on peut aussi faire une endoscopie. Et si on voit en fait qu'il y a une pseudomembrane, c'est que c'est forcément Clostridium difficile, quoi. Il y a pas de débat là-dessus. Voilà, mais je sais pas trop le mettre dans l'ordre. Du coup, je l'ai un peu balancé en mode j'ai mis un petit peu fluo. Voilà. Euh, Hop, donc là, c'est un petit schéma pour expliquer le dépistage GDH. Si jamais mon petit texte était pas très clair ici, c'est la même chose, grosso modo. C'est on dépiste. Soit c'est négatif, bon, bah, il y a pas clostri. Soit c'est positif, dans ce cas-là, on va chercher les toxines. Si toxine c'est positif, bah, c'est clostri. Si c'est négatif, bizarre, peut-être un faux positif, et dans ce cas-là, absence de clostri.
Voilà. Je pense que je vous ai pas tué avec les schémas et tous les tests. Mais grosso modo, ce que vous avez dit, c'était bien. Est-ce que c'est bon si on met Clostridium par réflexe? J'oublie que c'est Clostridioides. Bah, normalement, du coup, c'est Clostridioides. Du coup, Clostridium, c'est plus bon. Parce qu'il a changé. Du coup, normalement, Clostridium, t'as pas les points. Et si je dis pas de la merde, au concours, ils avaient changé. Enfin, ils avaient mis Clostridioides. À notre année, il me semble qu'on avait un QCM. Enfin, genre, dans les QCM très récents, je sais plus si c'est notre année, mais il y avait Clostridioides. Alors qu'avant, dans les vieilles annales, il devait y avoir genre un QCM tout pété dessus et c'était Clostridium. Donc, tant qu'à faire, autant changer, quoi. Comme ça, on se met à jour et comme ça, on est sûr d'avoir les points. Voilà. Le dépistage et la culture se font en parallèle. Bah, pour moi, oui. Après, j'ai pas trouvé de notion de timing, en mode combien de temps t'attends ou quoi, mais pour moi, bah, si tu peux tout faire d'un coup, tu fais tout d'un coup, comme ça, au moins, tu as les résultats le plus rapidement possible. Et après, bah, tu fais la prise en charge le plus rapidement possible, aussi, dès que tu as les résultats, en fonction du premier qui sort. Voilà, voilà. Du coup, question 3. Donc là, on va parler du traitement à mettre en place et après, bah, des possibles préventions à faire pour éviter de choper. Donc, est-ce que vous avez des petites idées? Donc, traitement symptomatique, repos, réhydratation. Ok. Retrait de l'augmentin, antibiotiques spécifiques, fidaxomicine, Peros pendant 10 jours et rééquilibration hydroélectrolytique. D'accord. Alors, il y a première intention vancomycine, antibio vancomycine ou fidaxomicine. Tac, tac, tac. Alors, j'ai du métronidazole. Pardon, j'ai le OK. Tac, tac, tac. L'anticorps monoclonal ou TMF en dernière intention. Et, et vous savez le nom de l'anticorps ou pas du tout? Vasotoxu. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Et tac, tac, tac. Vous avez pas dit, vous pouvez me définir un petit peu le mécanisme d'action de fidaxomicine? Parce que du coup, dès que, dès qu'on sort un médoc, faut tout leur mettre le mécanisme d'action associé avec. Alors, alors là, on a dit aminoside, effet post-antibiotique. Tac, tac, tac. Non. Ah, pour moi, je l'ai pas dans les aminosides. Désolé. Non, moi, j'avais vraiment le fait que c'était inhibiteur de la synthèse de l'ARN par l'ARN polymérase. Oui, les aminosides, c'est pas actif parce que ils ont besoin de la chaîne respiratoire pour passer dans les bactéries. Et vu que c'est anaérobie stricte, ça marche pas.
Pour moi, c'est plus apparenté macrolide, mais c'est pas hyper. Enfin, j'ai rien trouvé de très concluant là-dessus. Oups. Enfin, genre, il est macrocyclique, quoi, mais après, il se mouille pas trop au niveau de la famille. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas trop? Ou c'est bon? C'est bon? Ok. Alors, Fidaxo ou Vanco en premier, ben, je vais vous le dire. Oups. Alors, donc déjà, moi j'ai mis hospitalisation, parce que le mec, il était un peu, bon, il était pas hyper frais, donc je me suis dit, on va quand même hospitaliser au cas où, et comme ça on fait tous les examens, et on voit, et si jamais ça se passe bien, bah, il dégage juste après. Donc traitement symptomatique, donc réhydratation, antalgique via le paracétamol, soyons fous. L'arrêt, si possible, de l'antibiotique inducteur et des autres traitements qui peuvent favoriser une complication d'une infection au Clostridium, un Clostridioides, donc les IPP par exemple. On évite tout ce qui est ralentisseur du transit, donc l'opéramide, à chaque fois quand il y a des diarrhées qui sont notamment fébriles et tout ce qui est syndrome dysentérique, contre-indiqué totalement. Parce qu'en fait, on a envie que, enfin, justement, comment dire, la diarrhée, c'est un mécanisme naturel, enfin, qui permet d'évacuer la bactérie, parce que la bactérie, elle va pas rester infiniment dans le corps, elle va ressortir ben, via les selles. Donc, si on ralentit le transit, on garde la bactérie en nous et on n'a pas envie, quoi. Du coup, l'opéramide, non. Pour le traitement curatif, donc ça va être une antibiothérapie. En première intention, donc d'après les recos, c'est fidaxomicine. Donc c'est un inhibiteur de l'ARN polymérase bactérienne. Et en deuxième intention, la vancomycine, donc Péros, donc c'est un glycopeptide, bactéricide temps dépendant, inhibition de la synthèse du peptidoglycane. Euh, je suis d'accord que fidaxomicine c'est plus cher, mais en soi, enfin, d'après les recos, c'est fidaxomicine en première intention et vanco en deuxième. Pour le concours, moi je vous dirais mettez les deux. Genre mettez quand même première intention fidaxomicine parce qu'en soi c'est les recours. Officiellement c'est ça. Mais après, c'est pas dit que enfin c'est pas dit que sur la correct, il y ait que le fidaxo. Pour moi, il y aura les deux. Donc mettez les deux. Parce qu'en soi au concours, c'est vraiment les recours qui vont tomber et pas qui coûte le plus cher ou quoi. Après, je suis d'accord que c'est plus vancomycine qui est donné en vrai. Mais bon, là, on veut les points, on veut pas savoir qui a raison dans la vraie vie. Hop. Ensuite, hop, donc ça, c'est pour la première fois. Si jamais ça revient et qu'on avait donné fidaxomicine en premier, ben là, on supplémente avec l'anticorps, donc le bezlotoxumab, donc c'est un anticorps monoclonal antitoxine B. Et si on avait donné l'Avanco au premier épisode, on switch par le fidaxomicine. Ensuite, si ça revient encore une fois, donc là, on passe par une transplantation microbienne fécale, donc la TMF, euh, pour bah, tout simplement supplémenter le reste. Euh, Ensuite, bah, au niveau de la prévention, donc c'est tout ce qui est bah, enfin, tout ce qui est hygiène hein, de manière générale. Donc c'est isolement du patient pour éviter bah, qu'il contamine tout le CHU. Tout ce qui contamine les soignants qui après contamineront les autres patients, tout ça, tout ça. On limite les déplacements, bah, idem, hein, pour pas qu'ils chient partout.
et une toilette privative, donc, enfin, privatisée, comme ça, bah pareil, il contamine pas tout le monde. Je l'ai pas dit, mais en soi, c'est vrai aussi. Enfin, on limite les visites, un peu comme les patients tuberculeux ou patients Covid, on limite tout risque de contact possible. Juste le strict minimum, bah, tout simplement pareil, pour éviter de contaminer tout le monde. Renforcement de l'hygiène, donc avec savon, enfin avec lavage des mains, savon, et pas le chat parce que ça sert à rien. Enfin, le chat, enfin, solution hydroalcoolique, parce que ça marche pas, c'est résistant à l'alcool, voir le fait que c'est brûlé. Et on essaye de désinfecter les locaux avec eau de javel plus chlore, histoire que ça décape un max. Et après, déclaration au CLEAN. Donc le CLEAN, vous l'avez dit dans le chat, donc c'est le comité de lutte contre les infections nosocomiales. Si il l'a chopé à l'hôpital. Bon, là, c'est pas le cas. Il semblerait qu'il l'ait chopé avant, mais ça mange pas de pain de le mettre, quoi. Ou du moins, je vous l'ai mis pour que vous en ayez notion, pardon. Voilà. Hop. Hum, Vous avez des questions, c'est bon. C'est bon. Ok. Donc là, je vous ai remis le petit schéma qui est dans le livre des profs, normalement, si je ne me trompe pas. Je vous ai trouvé plutôt clair et moi, j'avais bossé avec ça. Enfin, j'avais trouvé un schéma équivalent. Donc, ça redit ce que je vous ai dit. En plus, là, vous avez l'aposo et la dose en plus, que je vous ai pas mis sur le diapo parce que ça faisait un peu chargé. Et que bah, si déjà vous connaissez les médocs et le mécanisme d'action, les effets indésirables, tout ça, c'est déjà pas mal. Et après, bah, en supplément, quand vous revoyez le cours, bah, rajoutez du coup l'aposo et la durée et la dose. Ce sera déjà nickel. Et après, on verra quoi. La copie parfaite, ça n'existe pas le jour J. Hop. Ah ouais, moi, je suis d'accord, hein. Pour moi, c'est macrocyclique, mais ça veut pas forcément dire macro leader. Oups. Et enfin, dernière question. Donc, c'était les complications potentielles de cette injection. Donc, on rappelle diarrhée post-antibiotique. Comment on définit la notion de grave dans quel sens? Pour tout ce qui est quand c'est sévère. Bah là, en soi, attends. Là, là, en soi, le mec, techniquement, ça va. Enfin, dans le sens où bon, il a des diarrhées depuis 5 jours, ça ok. Douleur abdominale, perte d'appétit, bon, bah, c'est normal, il arrête pas de chier, quoi. Mais après, sinon, il a pas de signes généraux, il a pas de fièvre, il a pas de. Enfin, ses diarrhées sont un peu lambda. On parle pas du fait qu'il a perdu 20 kilos en 5 jours. En soi, là, le mec, bon, sur le papier, on n'a pas ses constantes, on n'a pas son bilan bio et tout, mais sur le papier, il a l'air d'aller, quoi. Oups, pardon. Ça a l'air d'aller, donc là, c'est pas grave, entre guillemets. Genre, il aurait pu être beaucoup plus en PLS avec le ionogramme qui part en sucette de par le fait qu'il perd énormément d'eau et tout.
Alors, donc je regarde tous vos messages, parce que j'en ai eu plein d'un coup. Donc, colite pseudomembraneuse, ça, ok. Mégacolon toxique, bactériémie, choc septique, récidive, ouais. Tac, 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 sepsis, nanana. Ta, 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 ta. Il n'y a pas de critères exacts, donc quoi on traite comme une forme grave selon la bio. Non, moi j'ai pas notion. Enfin, pour vraiment les seules notions que j'ai, c'est vraiment quand il y a closterie, on balance ça et basta. Après, peut-être que dans la vraie vie, t'adaptes un peu plus en fonction de la gravité et tout, mais peut-être que ce sera plus adapté en fonction du traitement symptomatique. Genre, tu mets pas la même dose de ionogramme et tout, par exemple. Oups. Donc, au niveau des complications, donc vous l'avez dit. Donc, non, j'ai juste précisé un petit peu plus pour la colite pseudomembraneuse parce que c'est un peu le gros, la principale complication, on va dire. Donc, ça va être des diarrhées qui vont être beaucoup plus liquides avec l'apparition là d'une fièvre et en plus bah, des douleurs abdominales de base. Au niveau de la bio, donc il y aura une hyperleucocytose avec augmentation de la CRP, donc un syndrome inflammatoire biologique. Euh, donc le fait que vraiment que ça va paraître vraiment enfin, un peu plus purulent et beaucoup plus de complications. Et au niveau de l'imagerie, donc il y aura des lésions un peu sous forme d'aft jaunâtre au niveau de l'endoscopie, qu'on va vraiment voir direct. Et après, ça peut se recompliquer donc en choc septique, enfin, choc septique, pardon, mégacolon toxique ou perforation, péritonite, bactériémie, tout ça, tout ça. Euh, est-ce que l'hyperleucocytose est absente en cas de bactéries, enfin en tant que diarrhée banale post-antibio? Pour moi, oui. Ouais, c'est vraiment quand ça se complique beaucoup plus que là, au niveau hémato, ça va plus partir en sucette, quoi. Euh, tac, tac, tac. Le métronidazole, en fait, ça se donne plus. Enfin, c'était donné avant, c'était la première intention avant, mais les recours, elles ont changé, genre il y a 2 ans. J'ai pas la date exacte, mais c'est à peu près il y a 2 ans. Et du coup, il y a plus le métronidazole. On le donne plus. Voilà, voilà. Tac. Ah, bah, du coup, j'ai fini. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va passer au cas numéro 2. Hello, ça va, moi, on m'entend bien? Ça marche? Ouais, on entend bien, c'est bon. Super, merci. Ok, bah, du coup, on va pouvoir attaquer le cas numéro 2 qui est pas super long non plus, normalement. Donc, du coup, on se retrouve en plein mois de juillet avec un petit garçon de 10 ans. Ils vont chez leur médecin parce qu'il a des diarrhées sanglantes avec de la fièvre, des douleurs abdominales et des vomissements depuis la veille. Sinon, il n'a pas d'antécédents ni voyagé. Et après interrogatoire, on se rend compte qu'ils ont participé à un barbecue des voisins il y a 4 jours, où il a été servi du poulet. Et on apprend également que d'autres personnes présentes ayant mangé à ce barbecue ont les mêmes symptômes que Axel. Il y a une coproculture qui a été faite et on trouve des bacilles gram négatifs spiralés, des PNN. Et à l'état froid, on observe une mobilité en vol de moucheron. Du coup, quelle est votre hypothèse diagnostique? Yes, 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 c'est ça. Le nom de la maladie, enfin le nom de ce qui présente même, ça s'appelle une entérite. Mais du coup, ok. Pourquoi vous pensez à Campylobacter jejuni? Ouais, la volaille, le vol de moucheron. La période estivale aussi, ouais, c'est vrai. Mhm.
Ok, top. Ouais, pareil, il n'y a pas de voyage, du coup, ça exclut certains trucs. Ouais, aussi le fait que ce soit un enfant. Ouais, c'est ça. Première cause de diarrhée bactérienne dans les pays développés. Ça, vous avez tous les éléments, c'est bien. Il y a aussi la période d'incubation qui est pas mal. Au niveau de la clinique, du coup, ça vous a bien orienté normalement, ouais. D'ailleurs, j'ai vu le mot, le syndrome dysentérique, c'était bien ça. Et au niveau biologique, c'était assez caractéristique. Moi, j'ai noté syndrome dysentérique partout. Donc, pour moi, c'est dysentérique. Ouais, pour moi, c'est dysentérique. Gastro-entérique, ah ouais. Attends. Bah, je regarderai, mais pour moi, c'est dysentérique. J'ai regardé dans plusieurs trucs et à chaque fois, il y avait écrit ça. Ouais, c'est ça pour moi. À chaque fois, c'est des diarrhées sanglantes. Ok. Euh, Du coup, on peut mettre la diapo d'après. Voilà, merci. Donc, comme vous avez dit, c'est les enfants les plus touchés. La consommation de volaille qui est sûrement insuffisamment cuite. Le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui soient affectées de la même chose montre aussi que c'est la TIAC, donc la toxine infection alimentaire. On est entre 2 et 5 jours d'incubation. Et comme j'ai vu, c'est la première cause bactérienne d'entérite dans les pays développés. Au niveau de la clinique, donc, on a le syndrome dysentérique avec des symptômes digestifs. Et on a bien, au niveau biologique, quelque chose de très caractéristique avec le vol de moucherons. Où là, il n'y a pas de doute, on sait que c'est bien ça. Au niveau des diagnostics différentiels, vous avez pensé à quoi? Ouais, ouais, la salmonelle. C'est ça, en fait. Il y avait toutes les TIAC. euh, Tout ce qui est ouais, viral aussi, ça aurait pu, c'est vrai. Gastroentérite à rotavirus. Sauf que là, du coup, il y avait les bacilles gram-négatives qui nous faisaient bien penser qu'on était sur une bactérie. Les autres TIAC, ça aurait pu, mais du coup, il y avait le vol de moucherons qui orientait bien sur Campylobacter. Et le fait qu'il n'y ait pas de voyage, etc., ça a écarté les parasitoses digestives. Yes. Je vous avais mis aussi Helicobacter pylori au cas où, vu qu'il a la même morphologie. Cependant, voilà, c'est pas une TIAC et elle n'a pas la même symptomatologie que Campylobacter. Du coup, pour la question 2, décrire le. Bon, alors là, pour le coup, moi, j'avais fait une question exprès pour décrire le pathogène mis en cause. Donc, je vous écoute. Donc, ouais, on peut remettre bacille à gram négatif de forme spiralée. Ouais, réservoir volaille. Micro-aérophile, ouais. Capsulé aussi. Non, non, non. La zoonose, oui. Ouais, le moucheron pathogène. Capnophile. Ouais, ouais, ouais. Yes. Ouais. C'est pour ça que c'est une zoonose. D'ailleurs, le portage sain dans le tube digestif. Ouais, elle est exigeante. Bah, vous avez plus ou moins tout dit, hein. Vous avez plus ou moins tout dit. Donc, du coup, comme vous avez dit, il y a le bacille à gram négatif en forme spiralée non sporulée, capsulé, mobile en vol de moucheron, avec une respiration en micro-aérophilie et exigeante. Il y a aussi thermotolérant. Là, je ne l'ai pas mis, mais oui. Euh, Au niveau de la biochimie, catalase plus, oxydase plus, uréasement et purate plus. La localisation, donc c'est une zoonose parce qu'elle colonise le tube digestif des animaux, donc en particulier la volaille par exemple, et du coup une transmission en zoonose par TIAC, donc transmission alimentaire de la viande insuffisamment cuite. Ok.
La question d'après, c'est les tests pour poser le diagnostic. Même si là, c'est plutôt clair de qu'est-ce que c'est. Quels sont les autres tests? Donc, ouais, la culture. Ouais, prélèvement de sel. Ensuite, du coup, on fait une culture sur quel type de milieu? Donc, ouais, le milieu Karmali. Ouais, 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 au sang. Et sélectif. En microaérophilie, enrichi et sélectif, yes. Donc, il y a Carmani. Moi, le deuxième, j'ai Skiro, j'ai pas Campylosel. Attends, je regarde. Tac. Ah oui, c'est ça, c'est comme Skiro. Ok. Donc, oui, c'est ça, c'est super important. L'identification par spectro de masse, PCR ou galerie biochimique, c'est souvent oublié et c'est très, très, très important. Ouais, colonie en tête d'épingle. Est-ce que tu connais, ouais, voilà, c'est ce que j'avais demandé, les colonies grisâtres, du coup. Coproculture avant toute antibiothérapie, ouais. L'antibiogramme, ce sera plutôt à en parler dans le traitement, à mes yeux, parce que ça permet pas de poser le diagnostic. Et vous pensez quoi de la sérologie? Non, il n'y a pas besoin de faire une NFS, puisque là, on sait qu'il y a un bacille, donc là, c'est vraiment pour le diagnostic bactériaux. Ouais, la sérologie, c'est ça, la sérologie. Elle se fait qu'à certains endroits et on les fait surtout pour le syndrome de Guillain-Barré, pour les pathologies post-infectieuses. Donc, c'est tout ça. C'est good. Hop. Donc là, ça sert pas à grand-chose que je répète ce que vous avez dit parce qu'en soi, vous avez tout dit. Question méthode sur. Alors, attends, que j'essaie de capter ta question. Ben, écoute, là, par exemple, dans le diagnostic différentiel, moi, j'ai mis parasitose, etc., parce qu'il y a des éléments qui te permettent de justement dire que ce n'est pas ça. Pour moi, même si en fait, dans ton énoncé, tu seras toujours à peu près sûr de ce dont on est en train de te parler, parce qu'il y aura toujours un truc caractéristique pour que tu sois sûr de ton diagnostic. Mais en fait, le diagnostic différentiel, en soi, tu peux t'étaler autant que tu veux, tant que tu as le temps. Mais en soi, là, si tu aurais pu parler de virus et parasites en disant que bah, du coup, non, il y a un bacille, etc. Mais qu'au niveau, bah, si jamais dans le diagnostic différentiel, tu voulais dire que bah, diagnostic différentiel, une diarrhée virale, mais non, parce qu'on trouve des bacilles à l'état frais, bah, oui, tu aurais pu l'écrire si tu avais envie. Après ça, je pense que c'est quand même plus intéressant là. Ouais, c'est ça, faut toujours justifier. Après ça, là, c'est plus intéressant de peut-être mettre les autres bactéries parce que du coup, ça, comment dire, c'est là où c'est le plus sensible de se tromper. Mais oui, sinon, quand tu fais un diagnostic différentiel, il faut toujours expliquer pourquoi c'est pas cette hypothèse que tu as gardée. Du coup, là, Je suis d'accord avec ah, Ondine, hein, je fais pareil. merci. Et là, du coup, bah, c'est à peu près tout ce que vous avez dit. Là, c'était 48 heures à 37 degrés aussi. Donc, il y a Skiro, il y a Cap, alors je sais plus exactement le nom, mais le truc que vous avez dit tout à l'heure, là, Campylosel, qui marche aussi. Carmali, c'est le plus spécifique en général. Donc, c'est avec un milieu au charbon. Et ensuite, ouais, comme j'ai bien vu, spectro de masse, PCR, galerie. Et la sérologie, on l'a fait que pour les pathologies post-infectieuses. Nickel. Ok, question suivante, c'est le traitement à mettre en place. Donc, ouais, on va surtout mettre un traitement symptomatique. Normalement, dans ce cas-là, ce serait qu'un traitement symptomatique d'ailleurs. Euh, où on fera, comme tu as écrit, repos, réhydratation. On peut aussi donner des antalgiques. Il y a quelque chose qui est contre-indiqué.
Ouais, c'est ça. Les ralentisseurs du transit sont contre-indiqués parce qu'il y a dysentérie. Et en fait, on va mettre un traitement par antibio que si l'infection est grave ou chez les sujets fragiles. Et en fait, là, c'est un enfant, mais pas en très bas âge. Au niveau des symptômes, normalement, là, ça n'a pas l'air d'être horrible. En fait, il faut voir si ça va se résoudre spontanément. Et si ça ne se résout pas spontanément, on va mettre les antibiotiques. Sinon, c'est surtout sur les personnes fragiles comme les immunodéprimés ou les femmes enceintes qu'on va les mettre. Mais quand même, est-ce que vous savez quelle antibiothérapie on pourrait instaurer si, par exemple, ça ne se résout pas spontanément? En première intention, on sera ouais, sur l'azithromycine, exactement. Voie orale pendant 3 jours. Donc là, normalement, il faut dire un petit peu le mécanisme d'action. Ouais, l'augmentin, tu peux le prendre, mais c'est une alternative de l'azithro, pas en première intention. Donc ouais, c'est ça, macrolide, machin. Bactériostatique, inhibition du 50S, nickel, avec un effet post-antibiotique. Au niveau des alternatives, du coup, il y a l'augmentin. Donc, bon, le jour J, il ne faut pas écrire augmentin, il faut écrire amoxicilline, acide clavulanique, mais là, on se comprend, avec son petit mécanisme d'action également. C'est ça, et il y a la fluoroquinolone en dernière intention, mais pas chez l'enfant, et c'est surtout dans ce cadre-là où, en fait, tu vas faire un antibiogramme. C'est avant de mettre les quinolones parce que, bah, évidemment, c'est sujet à résistance. Bon, normalement, vous avez le mécanisme d'action de l'augmentin en tête. Alors, pour retenir les antibiotiques avec effet... ouais. Alors, personnellement, je m'étais fait des petits moyens mémotechniques pour m'en souvenir parce que sinon, j'arrivais pas, ne serait-ce que pour retenir effet post-antibiotique, effet inoculum, bactéricide, bactériostatique. En fait, je m'étais fait des phrases avec, par exemple, la première lettre des phrases, c'est les noms, enfin, des antibiotiques. Inoculum, bah ouais, en fait, je m'étais fait ça pour tout, pour essayer de m'en souvenir parce que sinon, c'était impossible. Là, j'ai pas les phrases en tête parce que bon, le concours, c'est il y a longtemps, mais ouais, de faire des moyens mémotechniques pour te souvenir, c'est comme ça que j'ai fait personnellement. Donc là, vous avez à peu près tout dit. Il reste un dernier truc assez important à faire parce que c'est une TIAC. Ouais, exactement. C'est une maladie à déclaration obligatoire. Bravo, youpi. Donc là, voilà, j'ai écrit tout ce que vous aviez dit, donc j'ai pas besoin d'en rajouter. Alors ça, j'en ai aucune idée. J'ai vu cette notion-là nulle part. Communication, si c'est- Écoute, là, ouais, là, ce que tu as écrit, moi, j'ai jamais vu ça nulle part. Donc, je saurais pas te dire. Triple monstre. I don't know. Et dernière question, du coup, la principale complication possible de cette infection. Yes, parfait. Moi, c'est ça, c'est plutôt dans le cas de bactériémie, parce que là, dans le cadre actuel, ça me dit rien du tout pour Campylobacter. Déshydratation. Après ça, en fait, dans ce cadre-là, c'est pas vraiment ça qu'on attendait. En fait, dans ton traitement, tu vas mettre tout de suite la réhydratation. Après ça, oui, ça fait partie des complications possibles, mais parce qu'il a une diarrhée. Mais là, enfin, là, c'était plutôt quelle est la complication possible de cette infection, mais qui est connue. Alors oui, il y a aussi le syndrome de Fessinger-le-Roi-Reiter, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Mais là, la question, du coup, c'était la principale complication, genre vraiment celle qui, même si elle est rare, qui arrive le plus souvent et qui est vraiment spécifique de cette infection. Donc oui, c'était bien le syndrome de Guillain-Barré. Et du coup, bah là, pour la diapo d'après, je vous ai un peu détaillé ce que c'est. Il n'y a pas besoin de savoir tout ça.
Il n'y a pas besoin de savoir tout ça. Mais là, c'était juste pour avoir à peu près une idée. Il n'y a pas besoin de savoir tout ça, pas de panique, pas de panique. En soi, là, ce qu'il y a à retenir, c'est comme Milad l'a dit, auto-anticorps dirigé contre le LOS des neurones. Et du coup, c'est bien ça, une polyradiculonévrite. Et c'est surtout la façon dont c'est fait, donc la maladie auto-immune inflammatoire du SNP, due à l'analogie structurale en la partie terminale du LOS de la bactérie, qui ressemble en fait à la gaine de myéline. Du coup, en gros, ça va la détruire. Et après, eh ben, on va avoir des séquelles, mortalité, donc l'épicotement jusqu'à la paralysie, parce que du coup, ça détruit la gaine de myéline. Et il n'y a pas vraiment de traitement, donc c'est la mouise. Oui, c'est réversible, mais je veux dire, il y a des séquelles qui peuvent rester. Et du coup, il y a quand même 2 à 3% de mortalité, quoi. Mais c'est réversible. Donc en soi, bah, faut surveiller les constantes, peut avoir une ventilation assistée avec des soins comme des antalgiques ou des choses comme ça, mais il faut juste attendre que ça passe, quoi. Mais le syndrome Festinger-Leroy, oui, c'est possible, hein. C'est possible. Ça fait partie des complications possibles. Voilà, parce que je vois que ça débat. Voilà, ça va les tsunamis. Est-ce qu'il y a des questions pour Campylobacter ou pas? Ça peut tomber, c'est jamais tombé, mais ça peut tomber. Parfait. Parmi les bactéries atypiques, il y a aussi Helicobacter qui peut être intéressant de revoir bien parce que je pense que ça peut faire pas mal de dégâts. Puis en plus, le traitement est assez. Ouais, mais je peux regarder si tu veux. Mais du coup, voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Johan, ou pas? Non. Non, pour moi, si vous avez fini, c'est bon. Si vous n'avez pas de questions et tout, on est bon. Bon, ben parfait. Bonne soirée alors, tout le monde. Bonne fin de week-end. Ouais. Salut, salut.